Sur les quais de la Nouvelle-Orléans, des tonnes de maïs pourrissent sous des bâches déchirées, tandis que Donald Trump explose lors d'une conférence de presse qui secoue le monde agricole. Ce qui ne semblait être qu'une chute de prix est devenu un effondrement total. Contrats annulés, récoltes invendues, agriculteurs contraints de conduire pour Uber afin de survivre. Mais pendant que les États-Unis se vident de leur sang, le Canada assène un coup silencieux qui redéfinit le commerce mondial. Comment est-il passé de voisin tranquille à nouveau roi du grain ? Il ne s'agit pas seulement d'un conflit agricole, c'est une guerre pour l'avenir de la nourriture, du pouvoir et de l'âme rurale de l'Amérique. Partie 1, l'explosion, Trump contre le monde du maïs-aube pluvieuse à la Nouvelle-Orléans. Les projecteurs des quais illuminent des rangées interminables de barges chargées de grains que personne ne veut toucher. Les gros titres éclatent comme des étincelles sur de la poudre sèche. Rejet historique, maïs renvoyé, Trump explose devant la presse. Le silence saumâtre du Golfe se mêle au bourdonnement frénétique des marchés et au clic des obturateurs. Ce ne sont pas de simples chiffres, c'est la chronique d'un aliment devenu otage d'une guerre commerciale qui menace de vider les silos, de broyer le patrimoine rural et d'ébranler l'équilibre géopolitique du siècle. Restez. La vraie question n'est pas de savoir quand cela a commencé, mais jusqu'où cela se tordra. La scène glisse vers la Maison-Blanche. Un essaim de correspondants encercle le pupitre, prêts à saisir chaque syllabe. Donald Trump surgit, visage durci, brandit les feuillets accusant la Chine, le Mexique, l'OMC, et les agite comme preuve d'une trahison épique. Sa voix résonne contre les murs. On nous vole notre maïs. On nous vole notre travail. Les micros avalent l'écho et le recrachent jusque dans les foyers du Corn Belt où les familles serrent leurs poings pleins de terre, redoutant que la tempête ne fasse que commencer. De retour sur les quais, les agents des douanes signent des procès-verbaux de retour. 2 millions de tonnes reprennent la route de l'origine. Des contrats valant des dizaines de millions de dollars se transforment en papier mouillé. Le grain remonte le fleuve, mais la confiance sombre. Chaque barge refusée est un coup de fouet sur la colonne vertébrale de l'Iowa, de l'Illinois et du Nebraska. 36 heures plus tard, les traders de Chicago voient le tableau virer au rouge. 3,45 $ le boisseau et ça baisse. Impossible de respirer assez pour contenir la panique. L'étincelle qui embrase la prairie, une mesure inédite depuis la guerre du Pacifique. L'administration impose un péage allant jusqu'à 1,5 million de dollars à chaque navire battant pavillon chinois entrant dans le Golfe. Les compagnies maritimes augmentent leurs tarifs de 25% pour absorber le choc. Du coup, envoyer du maïs de Louisiane à Shanghai coûte presque autant que depuis Vancouver, à la différence près que le Canada arbore un passeport vert qui séduit les acheteurs. Les moissonneuses John Deere restent immobiles dans les hangars telles des bêtes blessées. Dans le comté de Shelby, Iowa, les fermiers font des calculs amers. Il vaut mieux laisser l'épi pourrir que de dépenser du diesel pour le récolter et le vendre à perte. Un père de 3 enfants hypothèque la parcelle que son grand-père avait achetée après la dépression. Un autre met en ligne la photo de sa moissonneuse modèle 660, espérant un acheteur quelconque. L'enclos de la banque, impitoyable, ne pardonne pas le retard des prêts. Pendant que le sang financier s'écoule dans les rangs de maïs, l'ennemi se cache dans les petites lignes. Le service fédéral d'inspection des grains signe la directive 9180.40. Le coût de chaque analyse multirésidu bondit de 57 à 81 $ US. Une hausse de 40% en un claquement de doigts. Chaque lot a besoin d'une étiquette propre, sous peine de rester bloqué au milieu de l'océan. Le maïs américain marqué par les pesticides et la suspicion s'embarque comme un paria. La tourmente touche aussi les vies. À Des Moines, un ancien cultivateur, désormais chauffeur Uber, garde le silence en conduisant des touristes vers l'aéroport. Hier, il portait des bottes et sentait le silo. Aujourd'hui, il cache son angoisse derrière un moteur monotone. Un autre, à Decatur, vend le tracteur familial à moitié prix pour payer les frais universitaires de sa fille. La terre censée assurer l'avenir devient une ancre qui entraîne toute la famille vers le fond d'un fleuve financier. Sur les chaînes d'infos et les réseaux sociaux, les analystes pointent du doigt un ennemi abstrait appelé concurrence déloyale ou mondialisation mal comprise. Mais dans la poussière des routes non asphaltées, le vrai ennemi a le visage des factures impayées, des semences sans acheteurs et d'un taux d'intérêt variable qui sert comme un étau. Chaque matin apporte le même cauchemar, une mer d'épis dorés qui ne valent même pas le soleil qui les éclaire. Trump convoque une nouvelle conférence de presse. Cette fois, ses conseillers soufflent l'idée de tarifs correctifs contre l'Union européenne et de subventions d'urgence. Mais les agriculteurs n'écoutent déjà plus. Ils ont besoin de liquidités, pas de promesses. Les bourses réagissent par une volatilité extrême.
Tout le Corn Belt ressemble désormais à des barils de dynamite empilés au bord d'un brasier. Partie 2. L'hémorragie logistique et réglementaire qui vide les États-Unis de leur sang. L'aube sur le Golfe arrive avec un grondement métallique. 180 navires attendent en file indienne, leurs proues plantées dans la brume, moteurs au ralenti qui engloutissent du gazole sans avancer d'un pouce. Vus depuis la cabine d'un pilote, ils ressemblent à des monstres endormis qui empêchent le Mississippi de terminer son voyage. Chaque heure d'attente coûte des milliers de dollars. Mais elle détruit aussi le moral des agriculteurs qui lisent les nouvelles depuis des cafés vides de l'Iowa. Le fleuve, qui fut pendant un siècle l'artère principale de l'empire du maïs, bat aujourd'hui 16% plus lentement que la moyenne historique, selon les registres du corps des ingénieurs. Ce n'est pas une statistique, c'est un bulletin médical qui annonce la fibrillation du cœur commercial du pays. La pluie incessante transforme les talus en boue et la boue emporte des grains gonflés qui éclatent. Au pied des silos, les responsables d'entrepôts reconnaissent cette odeur aigre qui annonce une pourriture précoce. À Galesburg, dans l'Illinois, les énormes vannes de l'élévateur restent fermées, faute de place pour un seul sac de plus. Sur les toits de tôle, des corbeaux picordent des épis abandonnés, présage de pertes qu'aucune assurance ne couvrira. Chaque jour sans débouché maritime fait baisser le prix du grain d'un cent et monter la dette d'un cent. Une balance faussée qui engraisse le créancier et dévore le fermier. Le Mexique porte le coup de grâce avec un décret de seulement 9 lignes. Interdiction d'importer du maïs transgénique. Sa signature déclenche un effet domino qui parcourt l'Asie et l'Europe. Le Japon met à jour ses cahiers des charges avec des exigences d'empreinte carbone et de traçabilité millimétrique. Dans les couloirs de Bruxelles, on vérifie de nouveaux labels verts qui excluent les cultures dépendantes du glyphosate. L'Union européenne, premier marché à forte valeur ajoutée, place une porte tournante au bout de chaque quai américain. Le gardien est un tableau de données environnementales en rouge et la clé n'existe pas. Le Canada, en revanche, présente son passeport propre et obtient des passmoons rapides, une file VIP que les États-Unis ne distinguent même pas de loin. À Mount Vernon, dans l'Indiana, Jamie Collins calcule pour la 3e fois le coût réel de sa prochaine récolte. 165,75 $ par acre, en comptant semences traitées, engrais, gazole, plus la hausse des pesticides analysés en laboratoire. Le prix comptant offert par les coopératives pour une livraison en septembre reste figé à 3,74 $ par boisseau. La soustraction n'est pas de l'arithmétique, c'est une lame qui coupe projets familiaux, études universitaires et retraites espérées. Jamie regarde le champ par la fenêtre. Il sait que chaque parcelle de terre qu'il cultive perd de l'argent avant même de germer. Pendant ce temps, les écoles du comté testent des semaines de 3 jours en présentiel. Le chauffage s'éteint à 2 heures de l'après-midi. Les bus rallongent leur trajet pour économiser du carburant. Dans la banque alimentaire communautaire, les conserves délaissées, il y a un mois, disparaissent. L'USDA annonce la suppression de 133 millions de repas scolaires. Pas de retour en arrière. Le grenier du monde connaît une panne de nutriments qui commence par les plus jeunes. À l'autre bout de la carte, les lobbies de l'éthanol coupent leurs turbines. 25 usines baissent leurs rideaux, 1,2 milliard de gallons de capacité restent en hibernation. Chaque arrêt signifie camion sans trajet et journée sans salaire, une autre pièce de domino qui tombe sur la table rurale. La vision se déplace vers l'autoroute 74 au cœur de l'Illinois. Les stations-service affichent des des pompes sans file d'attente. Un panneau lumineux annonce un prix spécial pour des camionneurs absents. Le gérant du restaurant voisin avance l'heure de fermeture, les tables en formica reflétant des néons vides. Dans la presse locale circule le terme « économie zombie ». Les magasins restent ouverts, mais la trésorerie s'est échappée comme de la vapeur entre les fissures. Les propriétaires fonciers qui peuvent encore maintenir leur crédit envisagent de vendre à des fonds qui paient comptant. L'acre se transfère en silence, du fermier au portefeuille, comme une action boursière qui ne reverra jamais son ancien propriétaire. Le gouvernement fédéral tente de colmater les fuites avec des subventions d'urgence, mais les démarches arrivent tard et les taux d'intérêt montent bien plus vite que les versements. De l'autre côté de la frontière, Ottawa offre une image inverse. Des trains partent à l'heure vers Vancouver, conteneurs chargés de maïs brillant certifié Prairie Trace. Chaque lot voyage avec un code blockchain, un pedigree retraçant de l'origine de la semence jusqu'à la température du silo intermédiaire. Les acheteurs japonais et coréens paient un surcoût avec plaisir. Ils n'achètent pas du grain, ils achètent une réputation. Dans les bureaux de Washington, certains conseillers voient avec inquiétude la transition du capital logistique. Les compagnies maritimes vident leurs conteneurs à Yokohama, reviennent à Vancouver et, au lieu de repartir vides vers la Chine, chargent du maïs canadien. L'équation des coûts s'inverse. Le retour se remplit de produits premium qui compensent le trajet aller. Le Golfe n'est plus obligatoire.
Les corridors ferroviaires de la Saskatchewan à la côte ouest se transforment en autoroutes d'or vert, tandis que les digues du Mississippi craquent sous les sédiments et la paperasse. Une question tranchante surgit. Si le maïs reste bloqué, que se passera-t-il avec le soja qui attend son tour ? 92% des terres cultivées abritent des variétés transgéniques. L'Union européenne prépare des projets qui reproduisent l'interdiction mexicaine. Les agriculteurs craignent que le cauchemar de l'or jaune se répète avec le grain protéiné qui porte tant d'espoir. Les éleveurs, de leur côté, regardent de biais la facture de l'aliment pour bétail. Sans soja et avec du maïs surévalué, le lait et la viande deviendront plus chers aux portes des supermarchés. Tout un cycle alimentaire sur le point d'exploser depuis son premier maillon. Dans ce tableau désolé, la bureaucratie assène un dernier coup. Les ports du Sud appliquent des contrôles de biosécurité qui ralentissent les inspections à un rythme contre la montre. Les certificats de pesticides passent par des laboratoires saturés. Un analyste, entouré de tubes à essai, avoue que les échantillons s'empilent comme des lettres sans destinataire. Chaque lot attend des jours précieux sous les intempéries. Quand enfin le feu vert arrive, l'acheteur a déjà signé un protocole d'accord avec le Canada ou le Brésil. La vanne se ferme et le navire part, mais vers des ports étrangers. La caméra imaginaire survole l'Illinois River, où les barges réduisent de leur charge pour franchir des tirants d'eau bas. 20$ supplémentaires par tonne, 15 jours de retard en moyenne. Les capitaines de remorqueurs comptent les heures, morts d'ennui, et observent des bancs de sable qui poussent comme de nouvelles îles, traces géologiques d'une crise qui écrit son propre relief. Que se passe-t-il quand un pays qui nourrissait la planète ne peut plus nourrir ses propres enfants ? La question, lancée par un journaliste de radio communautaire, s'écrase sur la dalle poussiéreuse de Main Street. Elle résonne dans des cafés vides, rebondit dans des granges désertées. Elle n'attend pas de réponse immédiate, car la réponse s'écrit seule, avec la rouille, l'humidité et des comptes bancaires écarlates. Partie 3. Le coup de maître du Canada, du grain vert à l'or vert. Le soleil pousse son disque glacé au-dessus des prairies de Saskatchewan et les épis, encore perlés de rosée, scintillent comme des cristaux emprisonnés dans l'ambre d'un matin promis au record. Le sifflet du premier train déchire la brume, les wagons rouges s'alignent avec une précision chirurgicale, prêts pour une traversée qui coupera le continent jusqu'à embrasser le Pacifique à Vancouver. Chaque trémie est scellé par un code alphanumérique. Ce code est un passeport qui raconte la vie de chaque graine, la parcelle où elle a germé, la date d'application de l'engrais organique, la température du silo intermédiaire, la quantité exacte de CO2 émise à chaque kilomètre. Ce passeport s'appelle Prairie Trace. Ce n'est pas un simple logiciel, c'est l'empreinte digitale qui transforme une poignée de maïs en un actif de luxe capable de séduire les conseils d'administration de Tokyo, Séoul et Bruxelles. Au centre de contrôle de Regina arrivent en temps réel les données recueillies par les capteurs d'humidité et les satellites de Sagacia de basse orbite. Un simple clic suffit pour reconstituer le voyage complet de n'importe quel lot. La transparence, perçue ailleurs comme une menace, est ici maniée comme un bouclier et une épée. Ottawa l'a compris avant tout le monde. L'avenir de l'agriculture ne réside pas dans le doublement des hectares, mais dans la multiplication de la confiance. Voilà pourquoi, il y a 3 ans, le Parlement a adopté la loi des 3 noms. Non aux organismes génétiquement modifiés, non au glyphosate ni à ses résidus sanguins, non aux empreintes carbone dépassant le seuil fixé par la directive européenne RED II. Les multinationales ont protesté, certains producteurs ont crié à la ruine, mais le gouvernement a offert un plan choc que personne n'a voulu refuser. Crédit sur 10 ans pour la reconversion, bonus fiscaux pour l'installation de séchoirs solaires, subventions à l'agriculture régénératrice et assurance export couvrant jusqu'au dernier centime si une cargaison est refusée pour raisons environnementales. Le résultat brille sur les écrans de Bloomberg. Le maïs canadien se négocie aujourd'hui 28% au-dessus du contrat CBOT le plus proche. Cette prime, connue dans les couloirs sous le nom de Carbon Free Premium, tourne autour de 7500 $ US par boisseau et se traduit par des milliards de dollars qui affluent des mégaports asiatiques vers les banques coopératives du Manitoba et de l'Ontario. Lorsque sonnent les cloches de l'ouverture européenne, les traders ajustent encore la base d'un dixième tant la demande reste insatiable. Le Japon a signé un paquet sur 5 ans, la Corée du Sud autant, et l'Union européenne vient de renouveler ses quotas préférentiels après que le laboratoire d'Anvers a confirmé pour la 10e fois consécutive que les lots Maple Leaf arrivent du plus pur que l'eau minérale. Le terminal de Delta Port avale les wagons sans sourciller. Des grues bleues hissent les conteneurs ornés de la feuille d'érable rouge et les déposent sur les ponts des navires post-Panamax qui lèveront l'ancre avec la ponctualité d'un Shinkansen attendu à Kobe. Pendant ce temps, sur le bas Mississippi, les remorqueurs tournent au ralenti et les débardeurs tuent le temps en regardant le ciel.
Pas de chargement, pas d'urgence, seulement le grondement sourd de l'eau brune contre les pilotis et la certitude que le monde vient de pivoter vers un autre méridien. La différence n'est pas seulement environnementale, elle est esthétique, culturelle, presque philosophique. Un grain qui voyage avec blockchain raconte une histoire d'honnêteté radicale et les services marketing l'ont compris. À Osaka, un feed mill affiche sur son site web un sceau proclamant « Zéro OGM, zéro glyphosate, zéro doute », surmonté d'une petite carte du Canada teintée de vert émeraude. Chaque clic sur cette icône permet de remonter jusqu'à la ferme exacte où la graine est tenue, de voir la photo de l'agriculteur et de télécharger le certificat d'émission audité par Bureau Veritas. Ce n'est pas une transaction agricole, c'est une expérience premium qui transforme une poignée de maïs en un fil de confiance tissé à des milliers de kilomètres. Le pari se renforce avec l'accord d'équivalence biologique Canada-Corée signé en mars. D'apparence anodine, le document ouvre un gigantesque portail aux exportations respectant les normes d'agriculture régénératrice. 3 semaines à peine après la signature officielle, le géant sud-coréen Jinju Feed Corporation a annoncé un contrat de 5 ans avec les coopératives de l'Ontario pour 600 millions de dollars. Ils n'achètent pas le grain le moins cher, ils achètent le plus sûr, le plus traçable, le plus vert. Ils paient un prix autrefois inimaginable qui devient aujourd'hui la nouvelle normalité. Export Development Canada flaire un parfum de victoire et déploie son artillerie financière. Elle propose une assurance crédit par lot unique afin qu'une famille agricole puisse exporter sans craindre le défaut de paiement. Elle rembourse la moitié des coûts logistiques réfrigérés pour contenir l'empreinte carbone de la dernière mile. Elle finance des silos intelligents qui régulent l'humidité grâce à des algorithmes prédictifs. Résultat, moins de gaspillage, meilleure qualité, et chaque tonne sortie de la prairie se négocie comme si elle était gainée d'or. Le flux de conteneurs engendre un phénomène inattendu. Les compagnies maritimes qui déchargeaient des produits asiatiques sur la côte ouest repartaient souvent à moitié vides. Elles remplissent désormais cet espace de grain premium, ce qui supprime le coût de repositionnement des conteneurs. La route Vancouver-Busan devient une autoroute bidirectionnelle si rentable que certains opérateurs annulent leurs escales à Long Beach et Savannah. La logistique mondiale redessine ses nœuds à la chaleur d'une céréale dorée dont la réputation voyage sous forme de données immuables et de certificats écologiques infalsifiables. Les coopératives de Saskatchewan utilisent cette liquidité pour un bond technologique inédit. Elles installent des séchoirs alimentés à l'hydrogène vert, remplacent les tracteurs diesel par des unités électriques à autonomie accrue, érigent des tours de télécommunications qui permettent la gestion à distance des asperceurs via vision artificielle. Ce n'est pas une utopie futuriste, c'est la nouvelle routine d'une plaine qui a fait de la durabilité un avantage comparatif. La feuille d'érable flotte entre antennes 5G et silos argentés qui reflètent un ciel pur. Dans les salons de Séoul, le directeur des achats de John Buck Livestock décrit, sourire aux lèvres, la marchandise canadienne comme la Rolex des céréales. Il ne le dit pas par hasard, il parle de précision suisse, de fiabilité à l'épreuve des scandales, de valeur qui ne se déprécie pas. Chaque fois que son entreprise paie 30 $ de plus par tonne, elle évite d'éventuelles amendes carbone, protège sa réputation et s'assure de contrats avec des supermarchés qui exhibent leurs audits de durabilité comme des médailles. Washington observe avec une inquiétude croissante. Les lobbies agricoles persistent à dire qu'il ne s'agit que d'une mode passagère, mais les graphiques confirment la tendance. Le volume d'exportation canadien grimpe de 6% par trimestre, tandis que celui des États-Unis chute de 9%. Les analystes de Wall Street déplacent leur couverture des contrats à terme sur maïs conventionnel vers les certificats du vert. Personne ne veut rester lesté par un modèle qui sent la déroute. Partie 4. Effet domino et la cruciale encrucijada des États-Unis. Les écrans de Chicago clignotent en alerte rouge lorsque l'horloge marque 6 heures. Les contrats à terme sur le soja plongent avec la même violence que celle subie par le maïs des mois plus tôt. La séquence est si familière qu'elle ne surprend plus. Un communiqué européen sur la traçabilité, un veto préliminaire à Mexico et en écho la décision de 2 chaînes de supermarchés allemandes d'arrêter la vente d'huile provenant de semences modifiées. Dans les couloirs de la bourse, les agents comparent le graphique avec celui de la semaine où le boisseau de maïs était tombé sous la barre des 3,50 $ et secousait la tête. Ils savent qu'il n'y a cette fois aucun filet de sécurité. 70% des hypothèques rurales sont adossées aux 2 récoltes. Si la soja flanche, le système bancaire régional manque d'air. L'onde de choc progresse à la vitesse de la fibre optique. Les moulins à fourrage recalculent leurs rations et décident d'importer du grain canadien malgré le coût supplémentaire.
Cette décision se propage en cascade. Chaque litre de lait, chaque beefsteak de bœuf, chaque barquette de poulet nourrie au maïs et à la soja du Midwest se voit soudain affublé d'une empreinte carbone invisible supplémentaire, ce qui renchérit leur accès à l'Europe et à l'Asie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande lisent ce mouvement comme une opportunité et dépêchent des représentants à Bruxelles pour certification de leur propre chaîne nette zéro. La table mondiale se réarrange sans friction. Personne ne déclare la guerre, mais tous réécrivent les contrats. À Washington, un comité d'urgence se réunit à huis clos. Deux stratégies s'affrontent autour de la table. L'aile réformatrice propose de démolir le mur tarifaire, d'uniformiser les règles vertes et d'injecter des subventions dans la transition vers l'agriculture blockchain. Ils soutiennent que seule cette voie permettra de regagner la confiance perdue et d'arrêter l'exode de capitaux vers Vancouver. La faction protectionniste réclame des murs plus élevés, des inspections plus strictes et des chèques fédéraux directs aux producteurs en difficulté, convaincus que le pays peut tenir jusqu'à ce que la mode écologique passe. Le débat s'étend jusqu'à l'aube sans issue. Chaque heure qui passe efface des contrats, renchérit le crédit et réduit la patience des électeurs qui iront voter en novembre. En dehors du Capitole, la vie rurale attend une réponse qui ne vient pas. Dans le Nebraska, une coopérative annonce sa fermeture le mois prochain. Les assurances européennes retirent la couverture des envois non certifiés. Dans le Minnesota, les conseillers financiers recommandent de vendre une partie du cheptel avant que le prix du fourrage n'augmente encore de 20%. Dans les bars du Corn Belt, on entend moins de musique et plus de silence. Si la terre cesse d'être un soutien, l'identité même de ces communautés se volatilise. Pendant ce temps, à Toronto, retentit la signature d'un autre contrat multimillionnaire, cette fois avec une chaîne de supermarchés française exigeant un passeport vert, du plan à la barquette. Le dirigeant canadien signe avec la sérénité de celui qui maîtrise déjà le jeu. Pour Ottawa, ce n'est qu'un pas de plus vers l'objectif non avoué de remplacer les États-Unis comme référence agroalimentaire du Nord dans la prochaine décennie. Aucun discours enflammé depuis la Maison-Blanche ne changera cette trajectoire. L'avantage ne repose pas sur la rhétorique, mais sur des pratiques vérifiables et une confiance consolidée par les données. Dans les nuits paisibles du Midwest, la récolte sans acheteur craque sous le gel précoce. Le bruit est presque imperceptible, mais il vibre d'une mise en garde. Chaque épi perdu rappelle que le monde n'attend pas celui qui hésite. La révolution verte n'est plus un slogan ni une mode. Elle est la porte du commerce du futur. Et seuls ceux qui franchiront ce seuil conserveront une place à la table où se fixe le prix de la nourriture. Et, avec lui, la dignité de millions. Un murmure d'incertitude traverse les campagnes américaines tandis que la vague canadienne monte sans relâche. D'un côté, des agriculteurs accablés par des factures impayées qui regardent leurs silos pleins comme des coffres sans clé. De l'autre, des prairies qui convertissent chaque tonne propre en devise et avenir. Le contexte place Washington face à la décision ultime. Évoluer et embrasser la transparence exigée par la planète ou se retrancher derrière des barrières désormais ignorées. La Terre, implacable, n'attendra pas. Pas plus que les marchés ni les estomacs d'un monde qui a décidé de manger en conscience. Si cette histoire vous a fait battre le cœur, si vous pressentez que le prix des céréales façonne bien mieux que la valeur d'un plat, likez et abonnez-vous pour continuer à dévoiler les fils invisibles qui animent la politique, l'économie et la géographie qui vous entourent.